un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et tous sur les commissaires de course. Nous revenons après ce Giro pour parler de l'épreuve qui fait normalement un prologue un peu au Tour de France, puisque c'est la course par étapes World Tour qui se déroule un peu plus tôt que d'habitude par rapport au Tour de France. Donc c'est bien sûr le Critérium du Dauphiné libéré. Et j'ai avec moi pour en parler Greg alias Kivolanov sur le forum. Bonjour à tous. Charles alias Charlix. Salut à tous. Et également Théo alias TTU. Bonjour à tous. Pour ma part, c'est Benjamin alias Akeyon. Donc, écoutez, on va parler de ce Dauphiné. On va rentrer direct dans les étapes, puisqu'on en parlait entre nous. Ça commence par un prologue de 6,6 km ce Dauphiné. Et on a un commissaire de course qui a un favori, c'est Théo. Alors, ça nous a un peu surpris quand tu en as parlé. Qui est ce coureur ? C'est Paddy Bevin de la BMC. Alors c'est un des coureurs qui est capable d'envoyer le plus de watts sur une courte distance, mais son souci c'est un peu de rouler en peloton. Donc c'est un prologue qui est en ville, c'est un prologue à Valence, comme tu le disais avant, mais je regarde en détail la carte du parcours et c'est pas un prologue qui sera très très technique. Il y aura quelques virages, mais quand même deux bonnes lignes droites. Donc je pense que c'est un des coureurs qui a le profil le plus adapté à ce prologue. Je pense que comme principal concurrent, il aura Campenarts de Lotto ou alors un coureur de la Sky, mais globalement, je pense pas que ce prologue sera déterminant pour le classement général de ce Dauphiné. C'est vrai que pour ce prologue, on a pu être habitué lors du Dauphiné à avoir des étapes, des prologues, à monter. Et là, il semble que c'est un prologue vraiment pour établir une première hiérarchie plat sans difficulté majeure. Du coup, qui dit parcours de moins de 10 km sans difficulté majeure veut dire temps resserré. Et donc, si temps resserré, on pourrait avoir une bagarre entre baroudeurs, mais également sprinters qui passent les bosses sur une première étape en ligne le lendemain, assez vallonnée. N'est-ce pas, Greg ? Oui, donc étape de 179 km entre Valence et Saint-Just-Saint-Rambert. Et elle est intéressante parce qu'elle a un profil un peu particulier avec d'entrée un col de deuxième catégorie, le col de l'Héris, avec d'autres montées, d'autres montées pour le grimpeur, 2 de troisième catégorie et 4 de quatrième catégorie. Donc c'est assez vallonné et peut-être qu'on aura la chance, à moins d'avoir autre chose qu'un sprint massif. Alors peut-être un sprint en petit comité, mais c'est un profil original, donc moi j'aime bien que ça, c'est pas l'étape toute plate où on a directement la longue procession jusqu'à l'arrivée. Et j'espère donc voir peut-être un baroudeur, un De Rent ou si on est arrivé au sprint, je vois bien un Jacobsen. Et toi, Charles ? Mais je trouve que c'est une étape sympa, mais à la limite, je pense que c'est presque dommage qu'elle arrive aussitôt dans la course, dans le sens où les équipiers des sprinters sont vraiment frais, puisqu'il y aura juste eu le prologue la veille, et j'ai peur que le profil se prête un peu plus à un sprint, parce qu'après cet enchaînement de 3 difficultés, on a environ 85 km de plat, ce qui devrait permettre aux équipes de sprinters de ne pas vraiment paniquer et de gérer l'échappée qui sera partie à l'avant. Et je pense pas que le circuit final soit assez dur pour créer une grosse sélection, surtout que les hommes rapides présents sur la course ont la capacité de passer des bosses. Je pense à des Jacobsen ou à des gars comme Brian Cocker. En fait, ce qui pourrait permettre aux échappés de se disputer la victoire, c'est que vu qu'on part en boss, en col, il y a une échappée de 10-15 coureurs qui sortent, mais déjà je pense que les équipes vont pas laisser faire. On peut par contre avoir en effet des surprises et ce qui pourrait coûter la victoire aux sprinters, c'est s'ils étaient vraiment lâchés loin derrière, parce que la première partie de l'étape va être compliquée pour eux, on va dire sur les 50 km. Après, comme tu dis, du plat, encore du plat avant d'atteindre un circuit d'arrivée.
où je n'ai pas trouvé les pourcentages de la cote. Mais c'est une quatrième catégorie, donc je pense pas qu'on puisse avoir beaucoup de sélections. Ce serait quand même assez étonnant. D'un autre côté, Charles, je pense qu'il en faut un peu pour tout le monde, vu le profil des autres étapes de ce Dauphiné. Si les sprinters ne peuvent pas gagner aujourd'hui, ils sont vraiment venus pour rien. Donc déjà qu'ils sont pas beaucoup, autant leur laisser une chance de s'exprimer. Alors ensuite, on passe à la deuxième étape en ligne. C'est Montbrison-Belleville, 180 km. Une étape à nouveau un peu vallonnée, on ne peut pas parler de moyenne montagne. Il y a 5 grimpeurs, une arrivée en plaine. Moi je pense que c'est peut-être même encore plus que la veille, ça sera pour les sprinters, quoi. Pour un cocard par exemple. Théo. En fait, je pense que le souci, et ce qui manque à cette étape pour vraiment être une étape de baroudeur, c'est un col dès le début pour pouvoir former une échappée solide, parce que là ça va partir sur le plat, donc ça va pas forcément être des gars qui ont le profil pour tenir jusqu'au bout. Mais le profil est quand même ventreux, donc je serais pas aussi catégorique que toi. Qu'est-ce que t'en penses, Charles? Ouais, c'est le genre d'étape que j'aime beaucoup, parce que ce genre d'étape, je les appelle les étapes impossibles à lire en fait. Parce qu'on sait jamais vraiment trop ce qui se passe. Est-ce que les sprinters vont se sentir assez costauds pour embrayer, sachant qu'il y a 5 difficultés quasiment à la suite? Un élément à prendre en compte aussi, c'est qu'on a le contre-la-montre par équipe le lendemain. Donc est-ce qu'on va se lancer dans une grande bataille et dans une grande chasse du côté Moi j'ai peur de l'échappée de 3 coureurs. Ouais. Et justement pour le contre-la-montre par équipe, après c'est vrai que s'il y avait une bonne échappée de 6-7 coureurs, enfin, tu me diras après, le problème c'est que les équipes de sprinters elles vont n'avoir rien à faire du contre-la-montre par équipe, parce que par exemple Vital Concept, pour eux leur Dauphiné s'arrête presque là, quoi, sans vouloir être méchant. Mais personne peut jouer la montagne, quoi. Sans vouloir être méchant aussi, tu penses vraiment qu'une équipe comme Vital Concept peut réussir à contenir une échappée de 6-7 costauds? Pas seuls. De 6-7 cours. Vas-y Greg. Non, mais ils seront pas seuls. De toute façon, je pense qu'il a Quick Step, ils vont rouler pour Jacobsen. Et ils sont beaucoup plus costauds que Vital Concept. Hein, donc ils auront des alliés de circonstances. Si on a appelé Shenji le tueur d'échappée, je pense qu'Arnaud Courteil peut en être un aussi. Cette étape est intéressante, je trouve, parce qu'on peut avoir des objectifs différents suivant les sprinters. Je pense à l'équipe Mitchelton Scott, par exemple. Daryl Impey passe beaucoup mieux que les autres sprinters les difficultés, et peut-être qu'on pourrait avoir intérêt à durcir un peu la course pour éliminer les Jacobsen, les Cocards, etc. quoi. Surtout qu'avec le prologue, un coureur comme Impey peut espérer prendre le maillot jaune dans les premières étapes, quoi. Ouais. Après attention, il y a quand même 29 km entre la dernière côte et l'arrivée. Pour ma part, je vais dire que j'attends absolument rien de cette étape. Je pense que ça va être pénible, un peu moins que les étapes de plat sur le Tour de France, parce qu'il y a un peu plus de dénivelé, mais je la sens pas cette étape. Mais le lendemain, par contre, une étape intéressante, une étape cruciale même. C'est le contre-la-montre par équipe de 35 km. Et j'ai réservé Charles, que je n'ai pas trop interrogé depuis le début, pour cette étape. Alors Charles, la question, est-ce que AG2R peut remporter ce contre-la-montre par équipe? Ah oui, je pense facilement. Je dirais qu'ils vont finir avec environ 30 secondes d'avance sur le deuxième. Blague à part, je trouve que c'est une étape vraiment intéressante, parce qu'on aura le même genre de contre-la-montre sur le Tour de France le mois prochain, quasiment la même distance, à quelques centaines de mètres près. Tu parlais d'AG2R, Benjamin, il y a aussi un élément qui est important à prendre en compte, c'est qu'AG2R amène sa grosse équipe sur le Dauphiné. Donc ce sera un vrai test grandeur nature pour eux, et si Romain Bardet veut gagner le Tour de France, je pense qu'il va falloir montrer que son équipe est capable de ne pas perdre trop de temps sur les deux grosses armadas qui seront présentes au départ. Je pense à la Sky et à la BMC. D'ailleurs, entre les deux, tu verrais plutôt laquelle gagner. Sachant qu'il ne faut jamais oublier Quick Step, parce que Quick Step sur les contre-la-montre par équipe, on sait qu'ils ont vraiment cette culture. Je pense à la BMC. La Sky a peut-être des meilleures individualités, mais on sait tous que le chrono par équipe, c'est aussi la manière... Enfin, c'est pas la manière, pardon, c'est pas comme ça que j'aurais dû le dire, mais c'est aussi l'osmose entre les différents équipiers. Et là, je pense que la BMC est supérieure à la Sky. D'ailleurs, je pense qu'ils peuvent gagner les deux chronos des deux grosses épreuves World Tour du mois de juin, c'est-à-dire le Dauphiné et le Tour de Suisse. Ça montre à quel point ils sont costauds et redoutables sur ce genre d'exercice.
Après, la question pour la BMC, c'est par rapport à l'équipe alignée, je vais dire les noms, Caruso, Bevin, Boli, Bookwalker, Roscoff, Duns et Wyss. Est-ce qu'ils ont vraiment les capacités de remporter ce qu'on demande par équipe? Parce qu'il n'y a pas Van Garderen, il n'y a pas Porte. Ouais, mais t'as du rouleur quand même, parce que on regarde Tom Bolly, il a été impressionnant en Romandie, on a vu ses capacités de rouleur. Théo, tu parlais de Bevin aussi, Caruso, ça roule dur, Bookwalter, il a fait ses preuves, Wyss également, Roscoff aussi. Donc c'est encore une fois, c'est homogène, quoi. Puis BMC, enfin, on peut malheureusement jamais, ou heureusement d'ailleurs, jamais les écarter sur ce type d'exercice. Donc, ce sont aussi mes favoris, hein. Enfin, avec les Sky, je pense, ce sont les deux équipes favorites, comme tu l'as dit, et qui vont essayer de prendre de l'avance pour la suite. Alors, moi, je vais un peu me jeter à l'eau. Enfin, je suis d'accord avec vous, les deux favoris logiques, c'est la Sky et la BMC. Mais j'attends une bonne performance de la Groupama. Ça peut paraître surprenant vu Je pense pareil que toi. Qu'ils annoncent, mais ils ont une équipe assez jeune, mais avec des bons coureurs. Enfin, je pense notamment à, pour le chrono par équipe, Benjamin Thomas, Bruno Armirail, Tobias Ludvigsson et même un Antoine Duchesne. Et aussi, même Léo Vincent, il a fait quelques performances. Et effectivement, bon, ils devront tracter David Gaudu, mais la Groupama travaille aussi le contre-la-montre par équipe, donc je pense que ils vont pas viser la victoire, mais rentrer dans les 8 premiers, ça peut être possible. Ça serait bien, et notamment en prévision du classement général pour David Gaudu. David Gaudu égale grimpeur, et ça tombe bien parce que le jeudi 7 juin, les coureurs arriveront à Lens-en-Vercors, et c'est la première arrivée au sommet, première étape de montagne, avec notamment le col du Mont Noir, 17,5 km à quasiment 7%. 17,5 km, c'est pas rien, Greg. Ben oui, c'est déjà. Enfin, le menu est copieux, hein, pour les 3 dernières étapes en matière de montagne. Il y a 3 belles étapes, donc c'est là la première. Et enfin, la disposition avec le col du Mont Noir. Il y en a même 4. Oui, c'est vrai. Et ce col du Mont Noir, juste avant, après une montée peut-être un peu plus simple pour Lens-en-Vercors, ça laisse espérer qu'il y ait des attaques assez tôt dans l'étape, puisque le col du Mont Noir, le début, c'est à 128 km pour une étape qui en fait 181. Donc on peut espérer, on croise les doigts, hein, que la bagarre, elle commence assez loin. Et on peut même se dire qu'il y en a bien quelques-uns qui vont lâcher. C'est-à-dire parmi les gros rouleurs qui seront en tête à ce moment-là au général avec le contre-la-montre par équipe et le prologue, il y en a peut-être qui vont, même sûrement, qui vont laisser des plumes dans le col du Mont Noir. J'ai peur Charles. J'ai peur qu'on soit déçu, moi, par cette étape. Non seulement parce que c'est la première étape de montagne, donc forcément les leaders se diront qu'il y a encore du temps pour faire la décision. Et quand je regarde les profils du Mont Noir, qui a l'air effectivement très dur, on s'aperçoit quand même que les pourcentages les plus élevés sont situés en première partie d'ascension. Et j'ai peur que ça décourage un peu les coureurs à se montrer vraiment offensifs. Enfin, les coureurs, les favoris en tout cas. Alors on va en reparler, mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à ce qui va se passer dans cette étape, c'est que même s'il y a simplement un train soutenu par une équipe, au vu d'une start list plus faible que les autres années, on va en reparler, ça peut faire énormément de dégâts et on pourrait retrouver très vite 20-25 coureurs. À 17,5 km, cette ascension est très très longue. Théo. Oui, elle est très longue, mais après, je pense qu'on aura une grosse sélection, mais pas forcément des coureurs qui anticipent et qui attaquent, parce que quand on regarde le reste du profil de l'étape, il y a des petites bosses, des contreforts. Ça va monter globalement jusqu'à la montée de Lens-en-Vercors, où il y a 1 km très très dur au début de la montée à 10,4%. Donc à mon avis, ça va un peu annihiler les velléités des coureurs les plus offensifs. Donc je pense que ce sera bien pour faire une première sélection, mais on n'assistera pas non plus à un festival d'offensive. Du coup, la grande bagarre sera reportée au lendemain. Grenoble-Valmorel, 130 km. C'est une étape assez courte. D'ailleurs, c'est plutôt ce qu'ont choisi les organisateurs du Dauphiné. Privilégier une course nerveuse avec des distances qui sont finalement pas très longues. Alors, cette étape de Valmorel, ça commence par 2 ascensions de deuxième catégorie dès le début de l'étape. Une très longue transition de 80 km quasiment toute plate. Et puis Valmorel, c'est 12,7 km à 7%. C'est une ascension qui est
on va dire, plutôt régulière, autour des 7%, quasiment tout le temps. Charles, montée sèche, est-ce que tu vois des coureurs sortir leur épingle du jeu? Montée sèche, Garen Thomas, je dirais, s'il est en forme. Et même plus, monter ça chez Greg Sky, vu l'équipe qu'ils ont amené, je pense que voilà, on va avoir un train-train jusqu'au sommet. Et toi, Greg, tu es d'accord avec eux, plutôt un train Sky plutôt que des attaques de coureurs? Pareil, oui, je pense isolés que les montées, enfin, c'est plutôt le profil de montée sèche. Ça sera, voilà, la Sky. Alors ça, après, tout dépendra du scénario du jour précédent, mais ils vont essayer de placer Geraint Thomas. À moins que Daniel Martin, peut-être, on en reparlera tout à l'heure, mais se réveille après un début décevant. Mais les Sky, ce type de, enfin, le profil d'étape où ils sont à l'aise, où ils connaissent, où ils ont leur train au point, sera peut-être plus intéressant le lendemain. Et puis encore une fois, j'ai peur que ce dernier week-end bloque vraiment tout en fait sur ces 2 premières étapes de montagne. Enfin, je pense que tu vas en parler à la suite, Benjamin, mais cette étape du samedi s'annonce assez terrible. Ben écoute, vu que t'es lancé, vas-y. Donc c'est Frontenac, La Rosière, 110 km. Donc 110 km, comme tu l'as évoqué, 4 ascensions, dont 2 hors catégorie, une de première et une de deuxième. Forcément, on va s'attendre à quelque chose qui part sur un rythme effréné dès le début. Des attaques, je pense, tout le temps, un peloton qui pète, et celui qui sera pas bien, je pense qu'il peut se retrouver très très loin en général. C'est ce qu'on appelle une étape de haute montagne. Alors, 110 km, on ne peut pas parler de taponner, loin de là, surtout pas, c'est un format concentré. Par contre, puisqu'on a des fois des débats sur le forum, mais parfois, peut-être sur les réseaux sociaux, certains lisent étape de montagne, étape de moyenne montagne, montée sèche, et étape de haute montagne. Et bien, voilà une étape de haute montagne, que des cols de plus de 10 km. On a même la dernière ascension qui fait quasiment 18 km. Ça monte, ça descend, les coureurs vont être toute la journée en train de soit de monter, soit de descendre, il n'y a quasiment pas de plat. Puis on monte haut aussi en plus, parce que c'est 1700 pour le premier, ensuite on est à 1700 pour le second, quasiment 2000 pour le Cormet de Roseland et 1855 pour l'ascension finale vers la Rosière. Je pense que quand on lit le profil, faut pas se faire avoir. Le col de la Rosière, il a l'air un peu plus simple que les autres, mais si on regarde attentivement, on voit que vraiment le début de l'ascension est assez facile, la fin aussi, mais il y a un ventre assez terrible. Donc même s'il est classé qu'en première catégorie, il y a clairement moyen de faire la différence sur ces pentes ou d'accentuer une avance qu'on aurait créée auparavant. Ouais, il y a 5-6 bornes au milieu qui ont l'air terribles. Pour moi, de toute façon, c'est ce genre d'étape où ça peut péter d'entrée, quoi. C'est parfait pour lancer une grosse bagarre de loin. Ah bah, je pense qu'il n'y aura pas un seul moment de répit sur cette étape. Ouais, faut faire attention au délai pour les sprinters. Mais je pense qu'il y en aura déjà plus beaucoup, hormis le leader du classement par points, parce qu'ils n'ont plus rien à espérer sur ce Dauphiné depuis la veille, même l'avant-veille. Donc, est-ce que justement il y aura encore des sprinters sur cette étape, hormis les quelques qui veulent prendre le coup de pédale en montagne? C'est ça qui est un peu dommage, je trouve, avec ce parcours séparé en deux, c'est qu'on risque d'avoir pas mal de coureurs qui vont bâcher après le chrono par équipe. Mais alors, moi je préfère des étapes de montagne qui s'enchaînent plutôt qu'une dernière étape de plat où tu sais que tu te dis bon ben le samedi soir ça y est c'est joué et t'as plus trop envie de regarder la dernière étape parce que il y aura pas de différence quoi. C'est un peu une étape de gala sans virer jusqu'à la pantalonnade de la dernière étape du Giro. Et donc la dernière étape, Moutier, Saint-Gervais, Mont-Blanc, 136 km. Déjà quand t'as Mont-Blanc en arrivée d'étape, tu sais que ça va grimper. Donc à nouveau une étape peut-être pas autant concentrée que l'étape de la veille, mais encore une fois des grands cols. Greg, tu veux la présenter peut-être? Donc oui, étape entre Moutier et Saint-Gervais-les-Bains avec la montée du Bétex, donc 136 km, 22 km en faux plat montant avant d'attaquer le Cornet de Roseland, donc 19 km à 6%. En enchaînant ensuite avec un petit code de 3ème catégorie, bon, 3 km à 6%. On enchaîne ensuite avec le col des saisies, 15 km à 6% et demi. Ensuite, on redescend vers Megève avant de retrouver une fin d'étape qu'on avait déjà connue il y a 3 ans avec une victoire de Chris Froome. Avec la côte des Ambrans, 2 km 700 à 11%. Qui peut faire mal, pour ceux qui veulent attaquer,
avant la montée du BTEX à 7 km à 7,7%. Alors pour référence, Froome avait mis Van Garderen à 17 secondes et Meintjes à 40 secondes. Ouais, c'est une étape qui va faire mal encore une fois. Là, les coureurs vont lâcher leur dernière force. Moi, de toute façon, chaque fois que je dis Cormid-Roseland, je souris parce que ça me rappelle toujours cette étape des Arcs en 96. C'est la première fois que je suis du vélo. Bien sûr, c'est vrai que ça fait bon le tour. Ouais. Et avec cette défaillance terrible d'abord de Chris Boorman qui avançait plus et surtout Stéphane Helo, maillot jaune, qui est obligé d'arrêter. En blessé derrière le genou, c'est ça. Mais bon, revenons au Dauphiné, puisque nous ne sommes pas encore sur le Tour de France, et encore moins sur le Tour de France 1996. Nous n'allons pas parler de savoir si Indurain va gagner son 6e Tour de France. Cette étape, donc, c'était Chris Froome qui l'avait remporté. Est-ce qu'on peut voir un coureur qui va sortir sur la dernière ascension, ou est-ce que selon vous, ça sera plutôt, à l'instar de la dernière étape du Dauphiné de l'an dernier, un coureur qui sera parti de plus loin? Théo. Bah ouais, moi je pense que vu les efforts qu'auront déjà effectués les coureurs et surtout les positions qui risquent d'être un peu figées et surtout la double ascension finale qui risque de faire mal, je pense qu'on aura une course un peu verrouillée jusqu'au dernier kilomètre. Surtout qu'après le col des Saisies, il y a quand même vers Megève un petit faux plat montant, ça va pas directement s'enchaîner, donc je pense qu'on aura plutôt une course de côte à la fin, mais j'espère le contraire. Charles, tu voulais parler? Ouais, pour moi, ça dépendra vraiment de ce qui sera passé avant, en fait, des écarts et de qui est en tête. Si c'est un coureur de la Sky qui est en tête avec, admettons, je sais pas, 1 minute ou 2 d'avance, on est sûr et certain qu'il va absolument rien se passer. Mais si c'est un coureur qui ne donne pas forcément toutes les garanties pour s'imposer au général et qui a une équipe en plus qui n'est pas forcément très forte, là, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Mais alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ces dernières étapes du Dauphiné, donc qui sont sous format réduit en termes de kilomètres, ce qui pourrait en faire criser d'ailleurs certains. L'équipe que je vais avoir à l'œil pour le déroulement de ces dernières étapes, notamment les 2 dernières, parce que les 2 premières de montagne, bon, on pense que ça devrait plus ou moins se faire sur la dernière ascension, c'est l'équipe AG2R. Romain Bardet, je pense qu'il va vouloir se tester s'il est derrière, même s'il n'est pas forcément au top de sa forme. Il va attaquer de loin, il a l'équipe pour le faire. Je pense qu'il y aura d'autres coureurs qui vont y aller également, parce qu'en effet, on le connaît, le train Sky, mais c'est Geraint Thomas, c'est pas Chris Froome, hein. Geraint Thomas, encore plus que son leader, surtout, mon Dieu, depuis ce Giro. Quand ça part de loin, Geraint Thomas, c'est pas non plus l'aigle des montagnes, hein, le condor britannique, pas du tout. Puis je pense qu'il y a des gars comme Vincenzo Nibali qui vont se tester de loin. Bon, on sait qu'à 2 cols de la fin, ils vont complètement exploser ce gars pour finir 40e, et qui seront en forme pour le Tour de France, mais il y a des gars qui vont vouloir se tester, c'est pas possible que tout le monde attende la dernière montée. Craig. Oui, tout à fait, on peut espérer que on ait encore du temps avant le Tour, et donc finalement, ceux qui sont un peu loin, eh bien, tentent le tout pour le tout et envoient un peu de spectacle, histoire de marquer les esprits sur une étape, comme un Britannique a marqué les esprits il y a récemment dans le Finestre. Peut-être c'est un moyen de marquer des points, au moins psychologiquement, et même de se rassurer en vue du Tour. Hein, peut-être qu'on verra aussi Barguil, on ne sait jamais. Mais vous attendez pas un plus gros bordel samedi que dimanche? Moi, je m'attends à un gros bordel le week-end, et ça va me permet de faire la transition sur un deuxième sujet. C'est qu'on n'a pas une start list, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est exceptionnelle, parce qu'il y a une semaine de plus entre le Giro et le Tour de France, donc il y a plusieurs coureurs qui sont allés sur le Giro. Chris Froome en tête, même s'il n'aurait pas dû, bon, enfin, on va pas refaire le débat. Et du coup, il se trouve que ce Dauphiné a peut-être une start list appauvrie, même si on a dit quelques grands noms quand même, Dan Martin, Romain Bardet, Geraint Thomas, Vincenzo Nibali, on peut citer David Gaudu, Julian Alaphilippe. Ouais, il y a des coureurs, il y a Marc Soler, on n'en parle pas beaucoup, c'est quand même le vainqueur de Paris-Nice cette année. Et il y a également le frère de Simon Yates, Adam Yates, il y a Ilnur Zakarin, même si Ilnur Zakarin cette année c'est pas trop ça. Alors, je vais faire 2 questions en une. Le bordel, d'accord Charles, mais par rapport au parcours ou par rapport à la start list? Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit, et bon, je suis d'accord avec ton constat, mais je pense que c'est la configuration idéale pour que justement il y ait le bordel, parce que si on regarde en détail les équipes, la seule équipe réellement impressionnante c'est la Sky, et elle n'a pas le leader
le plus dominant. Donc c'est la situation parfaite. Soit on aura un leader qui a une grosse équipe mais qui peut éventuellement être mis en difficulté, ou alors un leader fort mais sans équipe. Et du coup, on l'a vu plusieurs fois sur le Dauphiné. Je me rappelle en particulier de l'édition en 2014 avec Andrew Tajanski qui l'emporte devant Alberto Contador qui s'est fait piéger. Je pense que le week-end final pourra permettre ce genre de scénario. Alors avant de passer la parole à Charles, moi je suis pas d'accord sur la Team Sky. Impressionnant. Ouais, oui mais non, j'ai envie de dire, parce que en montagne, Castroviejo, oui, jusqu'à ce qu'il y ait 40 coureurs, quoi, mais voilà. Bon, il y a Kwiatkowski, c'est le super équipier, c'est le successeur de Richie Porte, c'est le Joker, on est d'accord. Et il y a, allez, je me tente, Theo Gegenhardt, je sais pas comment ça se prononce, qui est un bon espoir, mais après Lucro, non, et Dylan Van Barle non plus. Finalement, c'est pas si fort en montagne. Je pense qu'il y a un coureur italien que tu as oublié de citer, que Charles. Ah oui, Gianni Moscon, oui, mais. De nommer. Oui, c'est vrai. Oui. La composition de l'équipe Sky, elle est peut-être à l'image de la start list, en fait, et je pense que c'est largement suffisant pour dominer la concurrence. On explique que Geraint Thomas ne donne pas toutes les garanties nécessaires pour gagner le Dauphiné, mais qui parmi les autres coureurs présents, hormis Marc Soler ou Nibali, a déjà gagné une course par étape pour le Tour? Daniel Martin. Mais c'était le Tour de Catalogne et cette saison, Et il n'y avait pas de chrono. Effectivement, il ne présente pas les... Donc du coup, moi je veux bien qu'on explique que Geraint Thomas soit pas performant en montagne, etc. C'est largement possible, mais au vu de la concurrence... Attention à Dan Martin, moi je le vois arriver super fort pour le Tour de France. Voilà, c'est parole lancée que vous pouvez m'en sortir plus tard. Dan Martin et Warren Barguil, dont j'avais parlé une émission précédente, c'est des gars qui n'ont pas fait une saison formidable, surtout le français. Et je les vois monter en puissance vraiment sur le Tour de France. Rappelle Daniel Martin l'an dernier, top 10 sur le Tour de France avec une fracture. C'est un coureur, s'il faut attaquer, lui, il ne va pas hésiter. Je pensais notamment à l'étape dont on parlait, qui a le train Sky sur Valmorel. Lui, s'il a les jambes, il va partir direct. Et même s'il ne peut pas attaquer, sur les 2 derniers kilomètres, il a un punch. Il n'y aura quasiment personne pour le suivre. Donc, je pense qu'il peut faire quelque chose. Pour Dan Martin, l'équipe UAE a montré qu'elle avait des belles dispositions pour le chrono par équipe lors du dernier Giro. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut s'attendre à une belle perf. Malheureusement, nous ne sommes pas en Italie, il n'y a pas le bonus nationalité comme sur Pro Cycling Manager. Sinon, start list faiblarde, pronostic aisé, pas sûr. Donc on va passer à notre pronostic du podium de ce critérium du Dauphiné libéré. Donc messieurs, on va commencer à tout seigneur, tout honneur. Charles, quel est ton podium sur ce critérium du Dauphiné libéré 2018? Alors, comme la startiste est faible, c'est pas forcément évident de donner un pronostic. J'ai évoqué Geraint Thomas tout à l'heure, je vais rester sur Geraint Thomas, quitte à me tromper dans une semaine. Je le vois bien devant Adam Yates, qui a fait un bon Tour de Californie, qui revenait de blessure. Et en troisième, je dirais Marc Soler, le vainqueur de Paris-Nice. Et est-ce que tu as un coureur à suivre, une surprise peut-être? Une surprise, c'est pas forcément évident de trouver une surprise parmi la start list. Si je devais vraiment donner un pari assez osé, je dirais Lucas Hamilton, le jeune Australien de la formation Mitchelton. Et alors tu le vois faire quoi? Je pense qu'entre 10 et 15, ce serait déjà une bonne chose. D'accord. Théo, alors moi, question. J'ai pas envie de répéter la même chose et je vais faire un peu le hipster, quitte à me ridiculiser par la suite. Du coup, sur mon podium, je vois Emmanuel Bourman, vainqueur de ce Dauphiné. Voilà, si on a un Dauphiné un peu fou où tout se passe, je pense qu'il peut bien s'en sortir. En deuxième, je dirais Damiano Caruso. Donc c'est un coureur très régulier, mais qu'on voit quasiment jamais à l'écran, mais il va bénéficier du contre-montre par équipe de la BMC. Et en troisième, je vais laisser le cœur parler. Je vais croire en David Gaudu, qui contrairement à la plupart de ses concurrents, a préparé son pic de forme spécialement pour ce Dauphiné. Et est-ce que tu as un coureur surprise ou à suivre? Alors c'est pas exactement un coureur surprise parce qu'il est quand même pas mal connu, mais je sais que Bob Jungels aimerait se concentrer sur les grands tours, et donc c'est vraiment pas un parcours qui peut lui convenir, donc j'aimerais bien voir comment il va s'en sortir. D'accord. Greg, à ton tour. Alors, moi je vais mettre en premier Marc Soler,
Hein, Movistar, équipe solide pour le contre-la-montre par équipe. Ils se débrouillent bien en montagne. Ensuite, je vais quand même dire Romain Bardet. Peut-être qu'on en reparlera, mais peut-être l'occasion qu'il a, vu la start list, hein, de briller. Et en troisième, je vais quand même dire Geraint Thomas, parce qu'on en a beaucoup parlé, donc il faut bien quelqu'un le mette. Hein. Et donc, en coureur à suivre, eh bien, je parlais d'un Français. Je regarderai un petit peu ce que va faire Guillaume Martin, qui a été très bon l'année dernière, qui est un jeu coureur encore assez jeune, et donc je vais suivre, faudra suivre ce qu'il fait, hein. On peut attendre, j'espère, une belle performance de Guillaume Martin de l'Avanti. D'accord, et pour ma part, en troisième position, Rezu Serrada de la Cofidis. Je pense qu'il peut faire vraiment quelque chose. Ensuite, en 2, Marc Soler, qui montre cette saison qu'il est là normalement. Et on a les watts sur 2 épreuves, on la retrouve sur les 3e. Et David Gaudu, un vainqueur, qui va montrer qu'il est le Français de demain. Ça va être une victoire, mais on va avoir 3 ou 4 sujets sur le forum derrière. David Gaudu est-il propre? David Gaudu peut-il gagner le Tour de France? David Gaudu, espoir contre la Sky. Ça va être la folie. Et encore à suivre, j'avais le même que Greg. Guillaume Martin, c'est un coureur que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'il peut faire dans le top 10. Il progresse cette année, mais il a encore un palier à franchir sur les épreuves World Tour. Donc je vais changer quand même. Et je vais parler d'un autre coureur français, parce que vous savez que moi, les Français, j'aime ça. Je vais donc parler tout simplement de Warren Barguil. Alors Warren Barguil, c'est tout sauf une surprise. Mais je pense qu'il va commencer à monter un régime avant le Tour de France. Warren Barguil, alors oui, il fait une saison en dedans, patati patata. Il fait quand même 2 top 20 sur les courses par étapes World Tour cette année, Paris-Nice et le Tour de Catalogne. C'est un second rideau, d'accord. Le Dauphiné, il sera pas là pour jouer les premiers rôles, mais je pense qu'il sera dans les 15 premiers et qu'il va commencer à aller tâter du raid en montagne. Et donc, que ça va être très intéressant de le suivre. Je passe au dernier sujet. C'est toujours sur un coureur français. C'est Romain Bardet. Alors Romain Bardet, hormis Greg, on ne le cite pas dans les favoris, notamment parce qu'on pense qu'il prépare le Tour de France. Et donc, que son pic de forme... J'ai dit qu'il prépare, Charles, pas qu'il va le gagner. Donc on pense que le pic de forme est décalé. La question c'est, Romain Bardet peut-il gagner le Tour de France? Et dès cette année. Alors Charles, je te vois t'agiter, alors je vais te laisser parler là, je sens que tu vas nous faire le kilomètre zéro. Vas-y. Peut-il gagner le Tour de France ou le Dauphiné? ou les deux, mon capitaine. Le Tour de France. On est sur l'épreuve de préparation. On sait très bien que le Dauphiné est une très belle épreuve, mais qui dit Dauphiné dit Tour de France. Il n'y a personne dans les coureurs affirmés qui se fixe de gagner le critérium du Dauphiné libéré. Tu m'emmerdes avec ta question, je vais encore avoir des problèmes sur le forum après. Mais du coup, il faut que je réfléchisse à une réponse politique. Mais... Je vais dire que si les conditions sont réunies, Romain Bardet peut gagner le Tour de France. Et alors, c'est quoi ces conditions réunies? À vous de les imaginer. Parce que ça veut tout et rien dire là. Ouais, mais moi je pense que c'est pas possible, donc du coup je fais une réponse un peu politique pour essayer de pas trop avoir de soucis derrière. Mais blague à part, non, je pense qu'il a aucune chance de gagner le Tour de France. Je l'ai écrit il y a quelques mois, ça n'a pas plu à ses fans, mais tant qu'il y aura des contrôles à monter, Bardet gagnera pas le Tour de France. Et même s'il n'y en a pas, je pense qu'il ne pourra pas le gagner de toute façon. Et alors, est-ce qu'il peut gagner le Dauphiné? Non plus, parce que. C'est un don d'un étage. Après, tu vas finir, Romain Bardet peut-il gagner le circuit de la Sarthe? Là, ça va commencer à devenir certainement pas, encore moins de chance. Encore moins de chance. Pierre Roland a gagné, franchement. Si Pierre Roland gagne un truc, une course. On ne sait jamais, Benjamin, te diront les plus optimistes. Bref, j'arrête de troller un peu. Et non, le Dauphiné, je pense que ça va être compliqué de le gagner parce qu'il y a ce chrono par équipe qui risque de faire mal à AG2R la mondiale. J'espère que AG2R limitera la casse quand même. Ils ont quand même une belle équipe, on peut peut-être la dire. Ouais, Romain Bardet, Axel Daumont, Tony Galopin, Alexis Goujard, Pierre Latour, Olivier Naesen, Alexis Villermoz, il y a du rouleur quand même. Il y a une belle équipe et ce serait quand même une... Parce que même si je pense que Bardet peut pas gagner le Tour, j'espère me tromper, mais ça serait quand même une bonne chose qu'ils n'arrivent pas trop loin, parce que ça donnerait de la confiance au groupe, je pense, en vue du Tour de France. Moi je suis un peu surpris d'être le seul à mettre sur le podium, parce qu'il a une belle équipe et
je pense que c'est, vu la start list, je le vois sur le podium, Bardet, je vais pas dire facilement, mais c'est sa chance de faire un beau Dauphiné, parce que les années où il y a des start lists plus dures, où il y a Froome, tout ça, c'est plus compliqué, mais là, je pense que vu la start list, vu la belle équipe, hein, Benjamin l'a dit, il perdra pas tellement de temps, je pense, au contre-la-montre par équipe, par rapport aux autres. Il en perdra, mais après il pourra attaquer. Avec Latour et Vuillermo, il a largement les moyens. Hein, une équipe solide en montagne, en contre-la-montre. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais je le vois sur le podium. Et c'est sa chance, je pense, hein, de briller peut-être sur une course d'une semaine World Tour. Il faut peut-être commencer par ça avant de commencer à vouloir gagner le Tour de France. Gagner une course World Tour d'une semaine, ça serait déjà bien. Ce serait déjà en fait, t'as raison. Mais en fait, t'as raison. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis sur le podium, en fait. Moi, vous me chambrez, mais vous le mettez pas, les gars, à part Greg. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, je l'ai pas mis sur le podium parce que je savais qu'on allait en parler après. J'avais envie de parler d'autres coureurs. Enfin, surtout de Bourman qui pour moi est la grosse cote. Mais oui, Bardet, c'est quasiment le seul concurrent du Tour de France qui est venu en configuration Tour de France. Donc, ça serait même en fait inquiétant qu'il soit pas à minimum, enfin peut-être pas sur le podium, mais dans le top 5. Même sur le podium. Sur le podium. C'est un coureur qui sort de 2 podiums sur le Tour de France. Il était 6e l'an dernier sur le Dauphiné. Il y avait plus de monde. Non, je pense que... Alors, à voir comment il va arriver sur ce Dauphiné. Hein. Il peut avoir choisi de décaler un peu son pic de forme par rapport à l'an dernier. Mais, non, c'est vrai, en fait, oui, je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Je le mets en premier, devant David Gaudu, voilà. Changement de pronostic, Greg m'a convaincu. Mais plus sérieusement, je pense que s'il fait pas dans le top 5, c'est un vrai échec au vu de la qualité de la start list, parce qu'on parle de pic de forme, mais Geraint Thomas est dans la même situation. Adam Yates aussi. Pas tout à fait. Geraint Thomas, c'est cette certitude autour de Froome, donc chez la Sky, on a quand même intérêt à le préparer à 100% Alors, pour le Tour. Si la Sky va sur le Tour de France pour faire gagner Geraint Thomas, eh ben... Ouais, mais je pense pas que ça soit possible. Hein. Bardet a plus de chances de gagner le Tour que Thomas, ça je te l'accorde. Ah, vas-y, répète. Mais plus sérieusement, ouais, le numéro 2 chez la Sky, c'est Geraint Thomas, et on sait qu'il laisse jamais rien au hasard. Donc, il est en configuration, je pense, pour être leader sur le Tour, dans le cas où Froome aurait la bonne idée de se faire suspendre avant le départ de la course. Bon, avant de conclure, Greg et Théo, Romain Bardet sur le Tour de France, est-ce que c'est possible ? Peut-il le gagner ? En un mot, oui, mais après, on fera une émission spéciale, je pense, parce que là, on va jamais finir sinon. Alors, pour répondre rapidement, vu la formulation de ta question, oui, parce qu'il peut gagner, parce qu'il peut y avoir une épidémie parmi les coureurs. Qu'est-ce que c'est que cette Mais je pense qu'il va pas. Ça fera le sévère ce soir. Non, mais bien sûr qu'il peut le gagner. D'ailleurs, il va le faire dès cette année. Ça dépend qui participe, hein, c'est pareil. Non, mais t'inquiète, tu vas voir. Par contre, il y a une question que je me pose. On a tous noté les limites de Julien Alaphilippe sur une épreuve par étape d'une semaine. Là encore, on a une start list faible. Est-ce que c'est possible qu'il vise le général ou est-ce qu'il va se concentrer sur les étapes, à votre avis ? Pour moi, c'est pas possible qu'il vise le général avec les longs cols qu'il y a. Même si le Dauphiné libéré a laissé entrevoir il y a quelques années des espoirs concernant Julian sur les étapes de montagne. Là, moi, je pense qu'il est en configuration puncher, quoi que tu me diras peut-être que pour la deuxième partie de saison il a pu se travailler la montagne, je sais pas, mais non, je pense pas. Je pense qu'il va viser les étapes, on va le voir à l'attaque, peut-être il tentera plusieurs échappées, mais j'ai quand même du mal à le voir figurer haut. Avec Alaphilippe, il y a une vraie césure pour ses performances en haute montagne entre avant sa blessure de 2017 au Pays Basque et après il était vraiment prometteur. Il gagne le Tour de Californie, il fait dans les 10 au Dauphiné, mais c'était vraiment un Dauphiné très dur en s'accrochant tous les jours. Et depuis sa reprise, on l'a vu sur la Vuelta, on l'a vu en ce début de saison, il tient pas les gros cols. Donc peut-être plus tard dans sa carrière, mais je pense que à ce moment-là, faut pas en espérer grand-chose pour le général en tout cas. Pareil, hein, je pense que les étapes de montagne sont beaucoup trop dures et c'est pas son objectif. Bien, écoutez, je crois qu'il est temps de conclure. Donc on se dit au revoir et à bientôt après ce Dauphiné. Si vous avez des choses à dire, et je crois qu'il y a des choses à dire par rapport à ce que nous-mêmes avons dit. Oui, Charles. Ouais, d'ailleurs, on a eu Patrick Chassé lundi dernier lors d'une émission spéciale de débrief du Tour d'Italie. On pourrait peut-être avoir une autre belle surprise pour le débrief du Dauphiné cette fois-ci. Oui. Et ce n'est pas Chris Froome. Ce n'est pas Chris Froome, il a refusé notre invitation.
Donc Ni voilà. Romain Bardet. Ni Romain Ni Bardet, Romain il a Bardet. refusé aussi, curieusement. Bref, si vous n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez aimé ou pas cette vidéo. On est là pour échanger sur le forum également. Et en attendant, on se retrouve donc, comme je l'ai dit, après le Dauphiné pour parler, pour voir si on s'est bien planté ou si pour une fois, l'un d'entre nous a eu juste. Au revoir tout le monde. Bonne Au course à revoir. tous, salut.